Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadership. Cette semaine, on va parler de description de poste. Alors pourquoi ? Principalement parce que c'est la fin de l'année, que les RH sont souvent occupés. Il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin de l'année. Les budgets, préparer les actions pour l'année prochaine, organiser souvent les évaluations de fin d'année, voir un petit talent management, pourquoi pas. Et je me suis dit que ce serait une bonne chose de parler de description de poste. Que vous en ayez une ou que vous en créiez une. Donc vous soyez RH ou pas, vous pouvez bénéficier de ce qui va se raconter dans cet épisode. Alors, quel est le problème ? Le problème, c'est que les descriptions de poste ont 112 ans, à peu près, environ. Elles sont apparues au début du XXe siècle. Et c'est Frederick Taylor, que vous connaîtrez par le nom du Taylorisme, ou comme père du management scientifique, qui a, je dirais, popularisé ou commencé à utiliser en tout cas les descriptions de poste. À l'époque, elles étaient établies lors d'une job analysis et dans un certain nombre de détails, puisque même les temps pour faire chaque geste, ce qu'on appelait des time and motion analyses, étaient enregistrés, protocolés, et les ouvrières et les ouvriers devaient se conformer à ces temps et ces mesures. C'était évidemment principalement pour tout ce qui est manufacturier, et c'était principalement évidemment pour les shop floor employees, comme on dit, c'est-à-dire pour les employés de production. Pourquoi ? La réponse cynique, c'est parce qu'on n'avait pas encore suffisamment de machines automatisées, et je pense qu'on cherchait à rendre les humains aussi efficients que des machines. Sauf que ce qu'on a oublié, c'est qu'évidemment les humains ne fonctionnent pas comme des machines. Un humain, ça se fatigue, ça a des motivations, ça a des envies, des peurs, des désirs. Et je pense que le management scientifique a été une des pires inventions du XXe siècle. On n'est pas là pour parler de ça, mais je veux faire mon petit speech entre parenthèses. Le management scientifique est en fait source d'aliénation. L'aliénation, inventée, popularisée, conceptualisée par Marx et ensuite par d'autres, qu'est-ce que c'est ? C'est la situation de quelqu'un qui est dépossédé de ce qui constitue son être essentiel, sa raison d'être ou sa raison de vivre. Donc, quand chaque mouvement est mesuré, contrôlé, corrigé, la personne est aliénée. Elle n'a même plus le contrôle sur la manière dont elle passe son temps. Rien que, quand est-ce que je prends ma pause ? Est-ce que je peux aller aux toilettes sans demander l'autorisation ? Donc, vous voyez que ça a été beaucoup le cas dans les années 10, 20, 30, 40, les années de guerre, mais c'est aussi encore beaucoup le cas aujourd'hui. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui régimentent le temps des employés. Et donc, évidemment, ça a donné lieu à des descriptions de poste, puisqu'il fallait protocoler tout ce que la personne devait faire et comment ce qu'elle devait faire. Et ça s'est étendu. Et donc, on a commencé à avoir des descriptions de poste pour tout type de travaux, des cols blancs, des créatifs, etc. Alors qu'à la base, c'était quand même pour automatiser, machiniser l'être humain. Alors, on ne va pas remettre en cause complètement le principe de la description de poste, quoiqu'il y a des gens qui le font. Nous, on va s'attacher plutôt à essayer de voir, s'il faut en faire une, comment est-ce qu'on peut la faire au mieux. Vous savez que dans Leadershift, on est plutôt pragmatique, donc on essaye de faire avec ce qu'on a, même si des fois, je râle et je peste un peu. J'espère que ça ne vous dérange pas trop. Une description de poste catastrophique. À quoi elle ressemble ? En gros, elle contient une liste de tâches, et c'est tout. Une liste de tâches, voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est catastrophique ? Alors là, normalement, vous devriez vous dire, dans ma description de poste à moi, il y a plus. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des choses en plus, par exemple, le contexte d'une organisation, peut-être des compétences. Donc, vous voyez que celle-là, elle est vraiment pas bonne. Une liste de tâches ne suffit pas, puisqu'elle ne s'insère pas dans une organisation. Elle ne dit pas à quoi le job sert. Elle ne dit pas vers quel but la personne doit travailler. Elle ne dit pas non plus avec qui la personne peut travailler. Donc en gros, c'est beaucoup trop vague, ça ne sert à rien. Alors, une mauvaise description de poste, à quoi elle ressemble ? On progresse, on va dans le mieux. Alors elle contient le titre du poste, déjà pas mal, un supérieur hiérarchique ou une supérieure hiérarchique, le nom souvent de la personne, ou en tout cas le poste, une liste de tâches et une liste de compétences. J'en ai déjà une bonne partie d'entre vous qui se disent « mais ça c'est exactement ma description de poste, pourquoi est-ce qu'elle est mauvaise ?»
Parce que entre 1911 et 2023, la psychologie a fait d'énormes progrès. La sociologie aussi, l'ethnologie aussi, je dirais la philosophie peut-être aussi. Et donc l'ensemble de ces sciences humaines nous donnent des clés sur le fonctionnement de l'être humain. Et donc, si cette description de poste qui contient le titre du poste, le supérieur ou la supérieure, la liste de tâches et la liste de compétences ne suffit pas, qu'est-ce qu'il faudrait lui ajouter? On ne sait toujours pas pourquoi le job existe. À quoi il sert ce job? Pourquoi il y a dans telle entreprise un poste qui s'appelle ouvrier de production? Elle ne dit pas non plus vers quel but la personne doit travailler. Elle dit ce que la personne doit faire, mais pas dans quel but. Il manque, je dirais, les objectifs. Et ça, vous le savez, si vous êtes manager, vous avez quelqu'un qui vous dit « Ah, c'est pas dans ma description de poste. » Ben oui. Les gens vont se conformer à ce qu'on leur dit. Si vous dites suffisamment longtemps à quelqu'un qu'il est idiot, il va finir par le penser. Et là, si vous dites pendant longtemps à quelqu'un « Voilà ta liste de tâches », parce que c'est ce qu'on met dans ta description de poste, ben, la personne va s'y conformer. Essayez de lui donner un truc qui n'est pas dans la description de poste, et elle vous répondra ce que finalement vous l'avez poussé à vous répondre, c'est-à-dire « C'est pas dans ma description de poste ». Et puis, en parenthèse, la mauvaise description de poste ne dit pas non plus avec qui la personne peut travailler, par exemple en termes de collaboration. Alors, essayons une bonne description de poste. À quoi elle ressemble? Alors, il y a le titre du poste, et ensuite, il y a la raison d'être du poste. À quoi sert le job? La raison d'être, le fameux purpose du poste. À quoi mon poste sert-il? Ensuite, une liste de missions, ou une liste d'objectifs, pas une liste de tâches, on va éviter les tâches. Et enfin, une liste de compétences, par exemple, pourquoi pas, une liste de compétences techniques, de compétences, compétences sociales, compétences personnelles, etc., etc. Donc, le titre du poste, la raison d'être du poste, la liste de missions et la liste de compétences. Bon, fin de l'épisode. On peut faire une excellente description de poste. Alors comment? Comment est-ce qu'on peut améliorer notre bonne description de poste pour faire une excellente description de poste? Qu'est-ce qui manque à votre avis? On a le titre, on a la raison d'être, on a les missions, on a les compétences. Qu'est-ce qui pourrait manquer? Alors, une excellente description de poste, elle contient le titre du poste, la raison d'être du poste, une liste de missions, pas une liste de compétences. On va mettre une liste de ressources. Sur quelles ressources est-ce que cette personne qui occupe ce poste va pouvoir s'appuyer? Et dans les ressources, il y aura des partenaires, internes ou externes. Il y aura des systèmes. Il y aura peut-être des procédures ou des process. Il y aura peut-être des forces attendues pour le poste. On peut imaginer par exemple quelqu'un qui a un poste de vente, eh bien une des forces principales, ce sera l'écoute. Oui, rigolez pas. C'est vrai. Les vendeurs sont des gens qui écoutent très très bien pour détecter le besoin. Une liste de ressources, une liste de livrables clés. Quels sont les livrables et peut-être, les fréquences peut-être pas, mais en tout cas les livrables qui sont attendus par la personne? Est-ce que c'est un reporting mensuel? Est-ce que c'est, des pièces bonnes dans les critères? Est-ce que c'est des designs qu'on peut, par exemple, définir? Quels sont les livrables clés? Une liste de clients clés. À qui est-ce que le résultat de mon travail sera fourni? Qui est-ce qu'il y a en aval dans mon organisation? Alors oui, en interne, moi je suis pas un fan du paradigme client-fournisseur interne, mais on va utiliser ce paradigme-là dans le cas de la description de poste. Et on peut mettre dans la marge, à droite par exemple, un mot en vertical qui va couvrir toute la description de poste et qui serait par exemple une valeur clé pour ce poste. On peut imaginer par exemple pour la maintenance, la réactivité, pour la recherche et le développement, la créativité, etc., etc. Une valeur, ou plusieurs, mais une c'est quand même mieux, une valeur clé pour ce poste. Et voyez qu'avec une description de poste qui contient
un titre, une raison d'être, des missions, des ressources, des livrables, des clients et une valeur, eh bien vous avez quelque chose de beaucoup plus motivant, de beaucoup plus autonomisant, on dirait empowering en anglais. Puisque, en gros, rien dans ces descriptions de poste ne dit à la personne ce qu'elle doit faire. Dans le sens, comment elle doit le faire. Quelles sont les tâches précises chaque jour et chaque minute, comme on dit dans 1911 avec Taylor. Tu dois prendre la pièce avec ses 3 doigts, la déplacer de 2 cm à droite et tu dois faire ça en 0,3 secondes. C'est aliénant, c'est démotivant. La psychologie est très claire à ce niveau-là. Ne faites pas ça si vous créez des descriptions de poste. Notre excellente description de poste, elle, ne contient que des objectifs et des moyens. Et les gens sont suffisamment grands, autonomes, etc., pour faire leur job comme il faut. Vous me direz, oui, mais moi j'en ai plein des gens qui ne sont pas comme ça. Ben ok, on va les traiter par exception. Mais je pense qu'il vaut la peine de traiter les gens comme des adultes par défaut, je dirais comme position standard, et de traiter par exception les gens qui ne le seraient pas. Je pense que le contraire induit des effets de bord qui sont très très importants, comme on l'a vu avant. Vous donnez une liste de tâches à quelqu'un, ah, c'est mon job, ok, ça marche. Prenez l'exemple de quelqu'un à qui vous dites, ta raison d'être, c'est un client heureux ou un client satisfait. Et il y a une visite client dans l'atelier ou dans le bureau, dans 30 minutes, et c'est le bordel. C'est sale, c'est pas bien. Et bien cette personne-là, qui est peut-être administratrice des ventes, et peut-être dans la DV, elle réunit un ou deux collègues et dit, dites, ça va pas aller, ils vont penser, et hop, et on bosse, c'est pas dans son poste, c'est peut-être, on dirait, mais c'est le concierge, ou c'est l'externe, la personne qui fait les nettoyages externes, puisqu'on outsource beaucoup ces fonctions-là aujourd'hui. Oui, mais n'empêche que la personne responsable de la satisfaction du client, c'est la DV qui est en train de ranger un peu le bureau, ou l'atelier, ou que sais-je. Vous allez me dire, mais elle n'a pas été engagée pour ça. Mais si, puisque c'est ce qu'il y a dans sa description de poste. Bien sûr qu'elle est engagée pour ça. Et plus vous allez mettre des raisons d'être du poste à travers différents départements qui sont identiques, plus vous aurez de la collaboration. Parce qu'imaginez que maintenant, à la vente, évidemment, vous aurez la même raison d'être. Eh bien, vous aurez le vendeur et la DV qui vont ensemble se mettre à ranger l'atelier ou le bureau en vue de l'avenue d'un client. Ce serait pas mal, non ? Voilà, je vous laisse avec ces réflexions sur les descriptions de poste pour cette semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.